Aujourd'hui, dans Robot Minute, on parle de programmation. Un robot ou un ordinateur, ça se programme de la même façon. On va utiliser ce qu'on appelle un langage de programmation. Vous avez déjà dû entendre ça. Un langage, ce sont des instructions qui peuvent être interprétées par un processeur. Un processeur, qu'est-ce que c'est? C'est un supercalculateur qui ne va être capable de calculer que des zéros et que des 1. On appelle ça du binaire. Ensuite, parce que le binaire c'est assez long, on va le traduire en hexadécimal. Pour nous, ou alors si on veut travailler sur de l'assembleur ou pour du langage machine. Mais sinon, le binaire c'est la base. Alors, un 0 ou un 1, on appelle ça un bit. Si on en prend un pack de 8, ça fait un octet. Et un octet, on s'en sert assez facilement. Un octet, c'est 2 chiffres en hexa. Donc on passe de 8 à 2. C'est beaucoup plus pratique. Mais là, on est un peu trop dans le détail. Un langage en informatique, ce sont des instructions qui peuvent être traduites en binaire. Elles sont compilées ou interprétées. Ça dépendra du langage que vous allez utiliser. Mais en gros, tout ce que vous allez écrire, avant de le lancer ou de le mettre dans un robot, il va être transformé, mâché par une moulinette, qui va transformer tout ça en petites instructions, les unes après les autres, une liste, ce qu'on appelle un algorithme, comme vous avez déjà fait, quand vous codez, normalement vous codez sous forme d'algorithme, mais lui va le traduire de façon à ce que le processeur puisse le comprendre, et évidemment faire ce que vous avez demandé de faire. Alors comment on programme? Qu'est-ce que c'est un programme? Un programme, c'est une liste d'instructions, comme je disais, avec une certaine grammaire et avec certains outils. Ces outils, c'est quoi? Tout d'abord, on va avoir les variables. Alors une variable, qu'est-ce que c'est? Une variable, il faut imaginer ça comme une case mémoire, qui a un nom, qui a une adresse et qui a une valeur. Cette valeur-là, c'est une valeur tampon. Elle est là et elle va disparaître. Comme votre RAM, quand vous éteignez votre PC, tout ce qui est dans la RAM, ça s'en va. Ben là, c'est pareil. C'est pas du tout comme sur votre disque dur, même si vous pouvez quand même l'effacer. C'est pas du tout comme ça. Une variable, si je dis que je mets 2 dans une variable, par exemple, on peut l'appeler variable 1. Si dans variable 1, je mets 2, on appelle ça une affectation, et bien il y a 2. Si maintenant je dis que dans la variable 1, il y a 3, ben on efface 2 et on met 3. Une variable, ça se déclare et ça s'initialise. On donne son nom d'abord et ensuite on donne à quoi elle est égale la première fois qu'on la voit. Ensuite il y a les instructions de base, on va dire. Une instruction c'est quoi? Une instruction c'est un calcul ou alors une affectation. Généralement les deux ensemble. Par exemple une affectation c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dire que la variable A est égale à 3. En général, dans des variables, il faut quand même leur donner un vrai nom, parce que quand vous en avez 350, c'est assez compliqué. On va dire, si c'est pour une couleur de portière de voiture, et ben on va dire variable, on va l'appeler portière voiture 1. Ça peut être pas mal, portière voiture gauche. Donc, on peut avoir les affectations, mais aussi on peut avoir des calculs. On peut dire que A est égal à 2 plus 3. Ou alors, on peut dire que A est égal à A plus 2. À ce moment-là, le résultat de A, on va y faire plus 2 ce qu'il y avait dans A. S'il y avait 2 dans A, ben ça va faire A est égal à A plus 2, donc 2 est égal à 2 plus 2. Ça fait 4. Sinon, comme autre type d'instruction, on peut utiliser nos périphériques. On peut dire tu affiches tel truc sur l'écran ou en sonore, ou alors tu peux aussi récupérer de l'information, une donnée qu'on aurait tapé au clavier. Et puis arrête de jouer. Ensuite, pour manipuler toutes ces instructions, on va utiliser ce qu'on appelle des boucles. Ça évite de dire bah, avance, 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 avance. Si on sait qu'un robot il doit avancer 3 fois de 1 mètre, et qu'on a une instruction qui est avance de 1 mètre, et ben on pourrait lui dire avance de 1 mètre. Avance de 1 mètre et avance de 1 mètre. Sauf que c'est pas malin. En informatique, on essaye d'optimiser notre espace et le temps de code. C'est beaucoup plus long d'écrire ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une boucle qu'on appelle une boucle for. C'est une boucle qui sert à répéter les choses quand on connaît le nombre de fois où on va la répéter. C'est-à-dire for, un nombre, genre par exemple for 3, je fais simple, for 3, alors avance de 1 mètre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire une petite variable de test. Il va mettre un chiffre à 1. En informatique, il commence toujours à 0, mais là c'est pour rester simple. À 1, il va commencer sa boucle. Hop, j'avance, j'ai fini la boucle. Hop, je mets à 2, j'avance, je finis la boucle. Hop, on va à 3, j'avance, je finis la boucle. On remonte. Ah ben non, 4 c'est fini. Du coup, on n'avance pas, on continue, on fait ce qu'il y a ensuite. Donc on l'aura fait 3 fois, parce qu'on le savait. Maintenant, si on ne sait pas combien de boucles on va devoir faire, eh ben on peut utiliser une boucle while, c'est-à-dire une boucle tant que. Une boucle tant que, il nous faut un test qu'on puisse essayer. Tant que tu ne vois pas un mur, ou tant que tu ne peux pas sortir à droite, au rond-point, ou à gauche au rond-point pour une voiture, et ben tu continues à avancer. Donc là, on va essayer tant qu'il n'y a pas un mur, donc tu vas avancer d'1 mètre. Donc on va commencer notre boucle while, on va mettre l'instruction
avance d'1 mètre. Et après le while, il faut bien mettre le test. Tant que il n'y a pas un mur, que tu n'es pas bloqué, ou que tel capteur de distance ne détecte pas un obstacle à moins de 20 cm, pour être un peu plus précis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer, il va avancer, il va avancer, il va avancer. Combien de fois on le fait? Comme j'ai dit, on ne sait pas. Est-ce que ça peut être qu'une seule fois? Oui. Est-ce que ça peut être 0 fois? Oui. Il peut être déjà être contre un mur. Est-ce que ça peut être une façon infinie de fois? Ouais, s'il est dans des airs, des murs, il n'en croisera pas beaucoup, il va foncer. Alors en informatique, on évite de faire des jumps ou des go-to. Alors les go-to, même s'ils sont dans des bases de données, il ne faut pas les utiliser. Parce que en programmation, quand on débug, on sait que si on a eu la première instruction qui est passée, la deuxième, la troisième, la quatrième, et que la cinquième elle n'est pas passée, c'est peut-être qu'il y a quelque chose entre la quatrième, la cinquième, ou peut-être la troisième qui n'a pas passé. Il y a eu un problème à ce niveau-là. Le problème avec un goto, c'est que, ou avec un jump, c'est que vous allez lui dire de remonter, redescendre, de faire des ascenseurs par exemple. Vous allez faire la première, deuxième, troisième, quatrième instruction, et ensuite vous allez dire, bon maintenant tu montes à la 2, tu descends à la 5, tu remontes à la 3, et tu redescends à la 9. Donc là, pour 4 ou 5 cas, ça devient un petit peu compliqué déjà, mais imaginez un code énorme avec ce genre de choses-là. Si vous avez un bug, il vaut mieux tout réécrire. On appelle ça un code spaghetti, parce que ça part dans tous les sens. Et enfin, j'en ai parlé pour le while, il y a les tests. Alors on appelle ça if et else. C'est-à-dire, if, il fait beau dehors, ça c'est le test, il fait beau dehors. Si je crée une variable dehors qui est égale à 1 s'il fait beau et 0 s'il fait pas beau, alors je peux dire si dehors égale 1, alors je fais ça. Si dehors égale 0, alors je vais faire ça. On peut aussi dire si dehors égale 1, alors je fais ça. Sinon, c'est-à-dire else, alors je vais faire ça. C'est intéressant parce que si vous faites si, l'ordinateur il va tester tous les si. S'ils sont tous liés par exemple, s'il fait beau ou s'il pleut, eh ben, il va tester d'abord s'il fait beau. S'il fait beau, parfait, il va faire ce qu'il se fait faire, mais ensuite il va quand même retester s'il pleut. Sauf que c'est déjà qu'il fait beau, mais vous lui demandez de tester. Alors si vous faites s'il fait beau, on fait ça, sinon, et le sinon, vu qu'il a déjà testé si la première était déjà bonne, le sinon, bah, il le regarde même pas. Il sait que c'était faux déjà. Par contre, si vous avez un si, sinon, en fait c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième, et hop, celui-là il est bon, on ignore les autres, et on fait ce qui est là. Ça évite de prendre du temps de calcul sur le programme. Les tests, c'est quand même très pratique. Juste avec ces quelques outils qui sont les variables, les instructions, les boucles et les tests, on est capable à peu près de faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire un jeu déjà. Un petit jeu, même si c'est pas un gros jeu, vous pouvez faire un jeu. Vous pouvez le faire sur Android, vous pouvez le faire de partout. Vous avez les bases de l'algorithmie. L'algorithmie, en gros, c'est comment on fait une recette qu'un robot ou un PC doit suivre à la lettre pour faire notre programme. Ensuite, en fonction du langage, vous avez cette structure que vous allez suivre. Il va falloir l'écrire différemment un petit peu, on appelle ça de la grammaire, en fonction si c'est du Java, du Python, du C++, tout ça. Qu'est-ce qu'on utilise en robot comme langage? Alors en robot comme langage, on utilise souvent, comme je disais, du Python, du C, généralement c'est la base, du Java, du C# ou du C++. On utilise au maximum un langage qu'on appelle de programmation orientée objet. Alors orienté objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu d'avoir un gros programme en bloc, on a un petit programme qui est modulaire et qu'on peut changer pièce par pièce, comme un robot en entier. Par exemple, si on avait un programme qui était rattaché uniquement au bras, eh ben on pourrait changer que le programme du bras sans avoir à tout changer en interne. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est juste les branchements entre les petits bouts de programme. On appelle ça les entrées-sorties. Après, pour les robots dans le commerce, ou les robots qui sont à destination du grand public, il y a d'autres façons de programmation. On appelle ça très souvent de la programmation en bloc ou en Lego. Vous allez avoir vos instructions qui vont être sur le côté dans une grande barre d'outils, dans une trousse, et vous avez votre feuille de dessin, et vous allez prendre, cliquer, glisser, tous ces blocs, tous ces Legos, que vous allez mettre les uns après les autres pour créer votre programme. Alors c'est visuel, c'est assez intelligent, il faut de la logique, mais c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir à coder nous-mêmes. Alors évidemment, derrière ces blocs, il y a du code, vous vous en doutez. Pour vous donner un exemple, les robots Lego V3 ou NXT l'utilisent, le Timio l'utilise, le M-Bot l'utilise, et même de chez Aldebaran, on a le Nao et Pepper qui l'utilisent. C'est quand même assez pratique de le faire bouger, de les faire danser, juste avec des blocs sans avoir à tout coder à la main. Voilà pour la programmation, maintenant vous êtes des pros. Non, là on a bien survolé, mais vous avez quand même les clés pour pouvoir savoir où aller, sur quoi vous tournez, pour commencer à coder vos propres programmes. N'hésitez pas à regarder, à fouiner, à aller sur le site du Zéro,
à aller sur Alza Création pour les sites web. Et n'hésitez pas à essayer, commencer à coder, même si vous avez qu'un bloc-notes, c'est très intéressant. Et en parlant d'essayer, la prochaine fois, on parlera de comment on fait de la robotique. Comment on y arrive, par les études ou par les clubs. Alors abonnez-vous et à la prochaine. Salut!